bonnes actions par des dictateurs maléfiques? Qu'il s'agisse de meurtres, de pillages, d'actes de violence indicibles ou de crimes de guerre horribles, les dictateurs vous donnent de nombreuses raisons d'insister sur la première syllabe. Mais croyez-le ou non, ils n'étaient pas toujours mauvais, juste 99% du temps. Entre deux exterminations de groupes ethniques entiers, ils devaient parfois faire une pause et réfléchir à la manière la plus efficace de garder une emprise de fer sur leur population. Et bizarrement, cela menait souvent à quelques petites lueurs d'espoir. Ainsi, même si ces dictateurs n'avaient pas l'intention de faire une bonne action, certaines de leurs décisions ont été une force de changement positif. Parfois, même le mal a besoin d'un peu de bonne publicité. La solution animale d'Adolf Hitler. Hitler a été beaucoup de choses. Orateur brillant, propagandiste habile, génocidaire obsessionnel, annonciateur de guerre, passionné par les cheveux blonds et les yeux bleus. Oui, la liste est longue. Derrière l'antisémitisme, l'extrême nationalisme et la volonté d'éliminer ceux qui ne correspondaient pas à sa vision de la pureté germanique, subsistait un amour profond que beaucoup jugeaient impossible chez un tel homme. Un amour entre un homme et un chien. Il est assez bien connu que Hitler était végétarien et qu'il a eu un compagnon à 4 pattes à ses côtés toute sa vie. Mais ce qui était moins connu, c'est que son amour s'étendait au-delà des chiens pour englober tous les animaux. En effet, tandis que Hitler poursuivait ses meurtres à travers l'Europe de l'Est, il veillait également au bien-être et à la protection des animaux grâce à une série de lois sur les droits des animaux qui ont été mises en place tout au long de son mandat en tant que chef nazi. Dès 1933, après l'arrivée d'Hitler comme chancelier, le parti nazi a instauré des lois de protection animale. Les lois imposaient l'euthanasie des animaux sans qualité de vie, interdisaient l'expérimentation animale sauf cas très spécifiques, et instauraient des règles strictes pour l'abattage, ainsi que d'autres protections. Hermann Göring déclara à la radio que la maltraitance des animaux serait passible d'internement dans un camp de concentration. Mais ces mesures n'étaient pas totalement altruistes. Des historiens affirment que, sous couvert de bien-être animal, elles visaient aussi directement les traditions juives. L'abattage kasher a été indirectement interdit, car les juifs ont été forcés de suivre les nouveaux protocoles allemands. Au cours des 10 années suivantes environ, les nazis ont mis en place un vaste ensemble de réglementations sur les animaux, y compris des documents concernant la chasse, la conservation et les animaux domestiques. Tout, des loups jusqu'aux homards, bénéficiaient d'une meilleure protection que les juifs dans l'Allemagne nazie. Et il n'y avait pas que Hitler qui se souciait du bien-être animal. Beaucoup de hauts responsables nazis étaient des amoureux des animaux. Goebbels, Hess, Haas et Dönitz adoraient tous les chiens et en possédaient, tandis que le domaine d'Hermann Göring était surveillé et protégé par sa propre meute de lions. Dans l'ensemble, en ce qui concerne l'Allemagne nazie, il valait peut-être mieux être un animal. L'analphabétisme en Irak. Saddam Hussein était un dictateur impitoyable dans son utilisation d'armes chimiques, la violation des droits de l'homme et l'attisement de la haine ethnique en Irak. Tout au long de son régime, Hussein a été responsable d'innombrables atrocités, de meurtres de masse et d'actes de violence brutale indicibles. Mais malgré son héritage sordide, il a tout de même réussi à recevoir en 1979 le prix Krupskaya de l'UNESCO pour son travail visant à améliorer les taux d'alphabétisation en Irak. Comme tout bon dictateur vous le dira, un élément essentiel du contrôle est l'endoctrinement. Et l'un des meilleurs endroits pour commencer l'endoctrinement est l'éducation. La première étape fut de lancer une campagne d'alphabétisation en Irak et d'ouvrir des écoles obligatoires pour tous les analphabètes de 15 à 45 ans. Cependant, cette campagne prévoyait aussi des sanctions sévères pour ceux qui n'assistaient pas aux cours ou mentaient sur leur alphabétisation. Ne pas assister pouvait coûter 30 $ d'amende et 1 semaine de prison, tandis que mentir sur ses compétences de lecture et d'écriture valait 90 $ d'amende et 1 mois de prison. L'alphabétisation dans l'Irak de Saddam Hussein était une menace, pas une opportunité. Avec une population éduquée sous son contrôle, Hussein utilisait les écoles pour effacer l'histoire des communautés marginalisées, qu'il cherchait à éliminer de la société irakienne, se glorifier à travers une exaltation et un endoctrinement dans le culte du leader, et diaboliser l'Amérique, tout en gardant un contrôle strict sur les esprits et les actions des citoyens irakiens. Même si Saddam Hussein a instauré des réformes éducatives pour de mauvaises raisons, leurs effets positifs se sont répandus dans la société irakienne. Entre 1977 et 1987, le taux d'alphabétisation des hommes a atteint 87%,
et celui des femmes a connu une augmentation massive, avec seulement 25% reconnus comme analphabètes en 1987, contre 62% 10 ans plus tôt. En Irak dans les années 80, vous apprendriez sûrement à lire et écrire, mais surtout à quel point Saddam Hussein était remarquable. La société de renseignement de Gengis Khan. Connu à la fois pour son génie stratégique et sa brutalité, Gengis Khan a créé le plus grand empire de l'histoire humaine. Il a passé une bonne partie du XIIe siècle à unir d'abord les tribus asiatiques en guerre sous la domination mongole, avant de s'étendre vers l'Europe de l'Est, réussissant à étendre son contrôle jusqu'à l'actuelle Hongrie. L'ascension de Gengis Khan au pouvoir résulta d'une brutalité exceptionnelle. Des villes entières furent détruites, et les survivants souvent massacrés ou réduits en esclavage pour avertir ceux qui résistèrent aux Mongols. Les estimations suggèrent que ces campagnes ont entraîné la mort d'environ 40 millions de personnes, effaçant dans certains cas presque des populations entières. Mais malgré cela, on peut aller jusqu'à dire que c'était un véritable génie tactique. Au milieu des ravages, des pillages et de la prise de contrôle totale, Gengis Khan a accompli ce qu'aucun autre dictateur n'avait fait, la standardisation. Aussi peu excitant que cela puisse paraître, la réalité est que Gengis Khan et ses successeurs ont mis en place de nombreuses normes d'infrastructures majeures qui ont eu un impact sur le commerce mondial pendant des siècles. Et bien que ses enfants n'aient pu bénéficier du népotisme, Khan accordait beaucoup d'importance à la récompense du travail et de l'action plutôt qu'à une hiérarchie fondée uniquement sur la lignée. Sous le règne de l'empire mongol, la route de la soie a prospéré. Khan a mis au point un système de parts appelé le kubi, qui a favorisé le commerce et le partage de matériaux exotiques. Le statut des marchands s'est élevé, inaugurant une ère de prospérité économique. Ce n'est pas tout. Les Mongols ont bâti routes, ponts, développé l'irrigation et optimisé l'agriculture. Ils ont encouragé la liberté de religion et influencé la culture, attirant ainsi des intellectuels du monde entier dans l'empire mongol. Malgré la brutalité des Mongols, Gengis Khan fut un dictateur qui introduisit de nombreux changements positifs ayant influencé les siècles suivants, avec de nouveaux liens entre l'Orient et l'Occident, une fiscalité universelle et une monnaie commune. L'économie mondiale s'est trouvée renforcée grâce à son influence. Apprendre à lire. Sous Staline, la Russie soviétique était un État socialiste froid, dur et impitoyable, marqué par la révolution russe, où nourriture, argent et patience manquaient souvent. La population mourait de faim, le moral était au plus bas, et l'avenir semblait sombre. C'est alors qu'entre en scène Joseph Staline. Staline, arrivé au pouvoir, après la mort de Lénine, en 1924, n'a pas amélioré la situation en Russie soviétique. Il a instauré un blocus, laissant mourir de faim ou sombrer dans le cannibalisme les victimes de la grande famine. Il a supprimé une classe sociale entière et éliminé tous ses opposants politiques potentiels. Et tout cela s'est produit avant même que la Seconde Guerre mondiale ne commence. Parmi toutes ces atrocités, Staline avait néanmoins un objectif louable, faire de l'alphabétisation une norme nationale. Au début du siècle, seuls 28,4% des Russes de plus de 9 ans savaient lire ou écrire. Ce n'était pas utile pour une république cherchant à renforcer son contrôle sur ses citoyens. Améliorer l'alphabétisation servait aussi à endoctriner et contrôler les citoyens soviétiques. La réforme de l'éducation a très bien fonctionné. La poigne de fer de Staline contrôlait l'éducation, imposait l'idéologie communiste et glorifiait le socialisme ainsi que son rôle dans la révolution russe, renforçant le culte de sa personnalité. Ces méthodes étaient sans doute égoïstes, mais efficaces. Il y eut temporairement un taux d'alphabétisation de 100% parmi les soldats de l'armée rouge en 1929, que Staline estimait devoir être éduqués afin d'être politiquement engagés, de la bonne manière, bien sûr. En 1939, 82% des jeunes filles et 94% des garçons savaient lire et écrire. À la fin du règne de Staline, la population était suffisamment instruite pour pouvoir lire n'importe quel texte et découvrir toutes les façons dont Staline était en réalité un type plutôt terrible. Les habitudes alimentaires bizarres des dictateurs notoires, la nourriture. Elle est vitale pour votre bien-être et votre existence.
Que vous soyez né dans le palais le plus riche ou dans la plus petite maison, chacun a ses propres goûts et dégoûts en matière de nourriture. Elle est bien plus accessible pour certains, permettant aux dictateurs de demander et obtenir toute nourriture ou boisson désirée, et ainsi satisfaire des goûts vraiment étranges. Kim Jong-il et ses goûts de luxe. La Corée du Nord est l'un des régimes les plus restrictifs et autoritaires au monde, avec une économie alimentaire fortement contrôlée, et des pénuries régulières pour la population. Mais cela ne s'appliquait pas au dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-il, qui était libre de déguster la cuisine luxueuse de son choix, père de l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Kim Jong-il était connu pour les atrocités contre les droits de l'homme qui ont eu lieu en Corée du Nord et pour son rôle dans la prolongation de la famine des années 1990 dans le pays. Mais alors que le reste du pays mourait de faim, Kim Jong-il continuait lui-même à se régaler de ses mets rares favoris. Selon son ancien chef Kenji Fujimoto, Kim Jong-il avait un palais raffiné, appréciait de nombreux types de cuisine du monde entier et était capable d'identifier la moindre modification dans ses plats habituels. Fujimoto raconte qu'un jour, Kim Jong-il a remarqué que son sushi préféré avait un peu plus de sucre que d'habitude. Et en parlant de sushi, ses goûts dans ce domaine étaient quelque peu macabres. Chaque grain de riz était inspecté individuellement par une équipe de femmes pour garantir leur uniformité. Et Kim Jong-il aurait aussi voulu que son sushi soit si frais qu'il bouge encore littéralement. Son amour du riz allait au-delà des sushis. Fujimoto ayant même été envoyé au Japon spécialement pour rapporter 100 gâteaux de riz fourrés à l'armoise. Le chef raconte avoir voyagé aux 4 coins du monde pour des spécialités, en Ouzbékistan et Iran pour du caviar, au Japon pour des fruits de mer, et en Tchécoslovaquie pour de la bière pression. De plus, en dehors des grands vins français et du champagne qu'il buvait pendant ses repas, il avait une véritable passion pour le cognac Hennessy. Un des plats préférés de Kim Jong-il était aussi l'un des plus surprenants, car bien plus modeste. Le dictateur appréciait particulièrement les grillades d'âne. Lors d'un voyage en Russie, il a présenté cette viande aux dignitaires, leur disant d'abord qu'il s'agissait de vaches célestes. Il ne serait pas correct d'affirmer que Kim Jong-il a mangé des ânes. Staline et la psychologie de la consommation excessive d'alcool. Joseph Staline, dirigeant russe, était réputé pour son goût prononcé pour la vodka, s'appuyant sur certains stéréotypes. Ce n'était pas son amour de l'alcool qui rendait leur histoire si intéressante. Au contraire, c'est la façon dont il l'a utilisé comme un outil stratégique de manipulation et d'influence. Staline organisait souvent des soirées bien arrosées pour les dignitaires et ses proches. Lors de ces événements, les invités recevaient beaucoup d'alcool, notamment la vodka prisée par Staline. Il considérait ces soirées comme des occasions uniques d'encourager ses amis ennemis à se détendre et à se relâcher, ce qui pouvait les amener à révéler accidentellement des informations pertinentes ou compromettantes. Refuser de participer n'était évidemment pas une option. Selon Nikita Khrouchtchev, il fut un temps où non seulement on ne pouvait refuser un verre, mais où on vous le forçait, et vous remplissait délibérément jusqu'à ras-bord. Staline passait beaucoup de temps à s'assurer que chacun participait, et même de façon excessive. Il imposait toast sur toast, obligeant les convives à vider entièrement leur verre, et inventait des jeux à boire comme deviner combien de degrés en dessous de 0 il faisait dehors. Les participants devaient ensuite boire un verre entier pour chaque degré d'écart, ce qui laissait beaucoup d'entre eux complètement ivres. Lors d'une de ces occasions, en 1942, le candidat potentiel à la présidence des États-Unis Wendell Willkie aurait affirmé qu'il y avait eu pas moins de 53 toasts à la vodka au cours du dîner. Vu la consommation d'alcool, c'est un miracle que quiconque soit reparti de chez Staline avec ses facultés intactes. Bien sûr, toutes ces fêtes avaient aussi une connotation sinistre, une peur naissante que le moindre mot de travers, au mauvais moment ou de la mauvaise manière, puisse immédiatement faire tomber celui qui portait un toast du mauvais côté de Staline. Et Staline n'était pas un homme avec qui il fallait se retrouver du mauvais côté. En fait, Georgi Dmitriov, le secrétaire général de l'Internationale communiste, détaille le langage stratégique nécessaire pour porter un toast lors d'une fête de Staline, et la peur sous-jacente liée aux conséquences potentielles d'une erreur. Cependant, même Joseph Staline ne pouvait pas boire à ce degré rapporté sans en subir les conséquences. Tout cela l'a rattrapé le 28 février 1953, lorsqu'après des heures de beuverie, il a été retrouvé inconscient le lendemain,
victime d'une attaque cérébrale. Il ne s'est jamais remis et est décédé 4 jours plus tard, le 5 mars, à l'âge de 74 ans, l'ail cru de Benito Mussolini. On peut dire beaucoup de choses sur le dictateur fasciste italien et ami d'Hitler, Benito Mussolini. Mais une chose dont on peut être absolument certain, c'est qu'il n'était certainement pas un vampire. En fait, Mussolini avait une affection particulière pour l'ail cru, son plat préféré étant une simple salade composée de cet ingrédient, d'huile et de jus de citron frais. Même si cela semble parfois savoureux, il paraît que Mussolini en abusait. Bien que sa façon préférée de manger était d'être avec sa femme et ses 5 enfants à la maison, on ne peut pas dire qu'il ressentait la même chose. L'ail cru est un ingrédient à l'odeur assez forte qui persiste longtemps après avoir été consommé. À tel point que la femme de Mussolini, Rachel, a un jour dit à la cuisinière de la famille qu'après que Mussolini se soit régalé d'un bol entier de salade à l'ail cru, elle ne pouvait plus s'approcher de lui. En conséquence, elle s'échappait pour dormir dans la chambre de l'un des enfants, plutôt que de partager le lit d'un homme qui pouvait neutraliser ses ennemis rien qu'en leur soufflant dessus. Fidel Castro et son amour pour la glace. Si beaucoup aiment une glace par temps chaud, certains vont un peu trop loin dans leur passion pour cette gourmandise. Fidel Castro, le révolutionnaire cubain, est l'une de ces personnes. L'amour légendaire de Fidel Castro pour la glace, proche de l'obsession, a aussi transformé l'industrie agroalimentaire cubaine. Il paraît que l'amour de Fidel Castro pour tous les produits laitiers a commencé dès son plus jeune âge, avant qu'il ne devienne le dirigeant de Cuba. Selon le célèbre romancier Gabriel García Márquez, il a même été témoin une fois de Fidel Castro terminant pas moins de 18 boules de glace après le déjeuner du dimanche. Pensons à son préposé aux toilettes. Castro a aussi demandé à son ambassadeur canadien de lui livrer 28 conteneurs de glace Howard Johnson, un de chaque parfum. Après les avoir goûtés, il a décidé qu'il était temps d'ouvrir son propre glacier révolutionnaire au cœur de la Havane. C'est ainsi que le concept de Coppelia est né. Mais à partir de 1962, les États-Unis avaient décrété un embargo sur Cuba, et Castro ne pouvait plus obtenir le lait dont il avait besoin pour sa crème glacée adorée. Il a passé les 4 années suivantes à développer l'industrie laitière à Cuba, ce qui lui a permis de réaliser ses rêves glacés, en 1966, lorsqu'il a enfin pu ouvrir les portes de la gigantesque cathédrale de la crème glacée. Coppelia doit son nom à la ballerine favorite de Celia Sanchez, mécène et chef de projet, et pouvait accueillir jusqu'à 1000 personnes. Très vite, Coppelia est devenu mondialement célèbre, Fidel Castro envoyant de la crème glacée aux dignitaires, aux festivals gastronomiques et à ses amis révolutionnaires partout dans le monde. C'était, selon ses propres mots, notre façon de montrer que nous pouvons tout faire mieux que les Américains. Saddam Hussein et les friandises chocolatées de Noël. Saddam Hussein était un dictateur irakien célèbre pour ses violations des droits de l'homme au Moyen-Orient. Bien que l'Orient fût sa patrie et sa vie, Saddam Hussein avait une réelle affection pour les friandises occidentales, surtout les Quality Street. Alors que le reste d'entre nous ne voit une grande boîte de Quality Street qu'à Noël, lorsque nous nous disputons les meilleurs chocolats, il semblait que Saddam Hussein avait un approvisionnement régulier de ces friandises enrobées de chocolat. Selon le député britannique George Galloway, qui a rendu visite à Saddam Hussein en 2002, il a remarqué chez lui des aliments britanniques, dont les rares Quality Street, lorsque Galloway a refusé d'en manger un, de peur de reprendre le poids qu'il avait récemment perdu. Saddam Hussein a insisté, lui demandant de choisir son préféré, bien qu'il n'ait pas révélé lequel il préférait lui-même. Le dictateur irakien avait des boîtes de Quality Street à portée de main, ce qui va frustrer tous les enfants qui, en ouvrant une boîte, découvrent qu'elle contient seulement des boutons et des fournitures de couture de leur mère. Les mauvaises habitudes des dictateurs maléfiques ont connu des hauts et des bas à travers l'histoire, et nous savons tous qu'ils ne sont pas les personnes les plus agréables. Principalement connus pour les atrocités qu'ils commettent, et l'oppression des peuples sous leur joug, ils ne restent pas dans l'histoire pour de bonnes raisons. Mais ce sont des êtres humains, comme nous tous, et comme nous, ils cachent aussi quelques secrets. C'est juste que les leurs sont du genre dégoûtant, répugnant et carrément nauséabond. Ils étaient déjà assez désagréables à côtoyer de toute façon. Mais ces mauvaises habitudes rendent ces dictateurs encore plus répugnants. Numéro 5. Les paix incontrôlables d'Adolf Hitler. Adolf Hitler est l'un des dictateurs les plus célèbres de l'histoire, responsable de la mort de millions de personnes, de l'Holocauste et bien sûr du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Ce n'était pas une personne agréable. Mais ce qui le rendait encore plus insupportable à côtoyer, c'était son postérieur incroyablement malodorant. Grâce à une combinaison d'une consommation excessive de légumes et de mauvais conseils d'un médecin que beaucoup qualifièrent de charlatan, le postérieur d'Adolf Hitler était plus bruyant que la section des cuivres du Philharmonique de New York. Plus Hitler devenait audacieux et méchant, plus il souffrait de problèmes médicaux. Certains historiens estiment aujourd'hui qu'il a souffert de la maladie de Parkinson à la fin de sa vie. Certains estiment que la plupart de ses symptômes étaient en fait causés par la surmédication excessive de son médecin, le docteur Theodor Morell. Comme le dictateur autrichien était un végétarien strict, son régime alimentaire se composait apparemment uniquement de légumes frais, de purée de pommes de terre et de pâtes. Ce ne sont pas des aliments favorables à un estomac heureux, lorsqu'ils sont consommés seuls et en excès. Dès 1936, le docteur Morell devint seul responsable des soins d'Adolf Hitler et du traitement de son estomac fragile. Le charlatan a empiré la situation, lui donnant jusqu'à 28 pilules par jour. Un des pires traitements était l'usage par Adolf Hitler des pilules anti-gaz du docteur Koster, qui à cause de leur forte dose de strychnine, aggravait en fait ses crampes et flatulences. Pas quelqu'un avec qui on voudrait partager une chambre. Pauvre Eva Braun. Numéro 4. Les dents pourries, de Mao Zedong. Mao Zedong, plus connu sous le nom de président Mao, n'était, pour le dire gentiment, pas un homme sympathique. Sous son règne de 1949 à 1976, Mao a causé jusqu'à 80 millions de morts en Chine, un chiffre incroyable. Des campagnes de purification à l'exécution de loyalistes sous son régime communiste, Mao ne semblait avoir aucune hésitation à torturer et à tuer ceux qu'il considérait comme une menace. Ce n'est pas quelqu'un que vous voudriez croiser, et même si cela arrivait, votre estomac se retournerait immédiatement dès que vous apercevriez ses dents affreuses et pourries. C'est parce que Mao croyait fermement qu'il n'était pas nécessaire de se brosser les dents, tant qu'on les rinçait avec du thé. Son médecin personnel l'a même cité en disant « Je nettoie mes dents avec du thé, je ne les brosse jamais. » Un tigre ne se brosse jamais les dents. Pourquoi ses dents sont-elles si aiguisées? Inutile de préciser que la philosophie de Mao était totalement erronée. À cause de son absence totale d'hygiène bucco-dentaire, ses dents semblaient recouvertes de peinture verte. Quelques-unes étaient d'eau branlante et du pus suintait de ses gencives. Dans les années 1970, le médecin de Mao a signalé que ses dents étaient noircies, celles du fond tombées, et qu'il avait une grave maladie parodontale, visible sur les photos non retouchées. Tout cela contribuait à lui donner l'air d'une publicité de prévention sur les raisons pour lesquelles il faut absolument se brosser les dents. Il faut aussi noter que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. En 2011, le petit-fils de Mao, le général de division Mao Xinyu, a été invité à réciter un poème de son grand-père en direct à la télévision, pendant lequel il s'est inexplicablement mis à se curer le nez. Cela peut être une mauvaise habitude partagée par beaucoup, mais la plupart d'entre nous arrivent à s'abstenir de se curer le nez à la télévision nationale en direct. Numéro 3. Les dessins grossiers de Staline. Pour compléter le trio des pires dictateurs de tous les temps et leurs habitudes dégoûtantes, nous avons Joseph Staline. Responsable du maintien d'un régime qui utilisait le meurtre de masse comme forme de contrôle, y compris le génocide de la classe des koulaks, les paysans ukrainiens, Joseph Staline a fait exécuter des millions de citoyens sur son ordre. Mais quand il ne massacrait pas la population pour la servir, Joseph Staline avait un passe-temps assez particulier, comparable à celui d'un adolescent qui s'ennuie en cours. Révélé d'abord dans une galerie de Moscou en 2009, le passe-temps favori de Joseph Staline était de défigurer des croquis de nus masculins faits par des peintres russes du XIXe siècle. En procédant ainsi, son humour enfantin était immédiatement évident, comme en témoigne un croquis représentant un homme nu et une femme nue prostrée. Joseph Staline avait noté « Idiot, tu as oublié ce qu'il faut faire ». Dans d'autres cas, Joseph Staline semblait plutôt canaliser un philosophe latent, et pas un très bon en plus. Par exemple, sur un croquis d'un homme nu assis dans une position pensive, il a griffonné « Un imbécile qui réfléchit est pire que 10 ennemis ».
un expert en écriture anonyme, a confirmé que ces légendes étranges étaient bien l'œuvre de Joseph Staline, même si la raison pour laquelle l'un des hommes les plus puissants et les plus maléfiques du monde a choisi de passer son temps à griffonner des légendes bizarres sur de vieux dessins reste un mystère. Numéro 2, Idi Amin et ses oranges. Alors que le dictateur ougandais et mégalomane Idi Amin exigeait qu'on l'appelle Son Excellence, président à vie, Maréchal Al-Hajj, Dr Idi Amin, VCDSOMC, seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer, et conquérant de l'Empire britannique en Afrique en général et de l'Ouganda en particulier. Il était mieux connu sous un autre surnom, le boucher de l'Ouganda. Pendant son règne, Idi Amin fut responsable de la mort de 80 000 à 300 000 civils ougandais, allant de simples citoyens à des hauts fonctionnaires comme l'archevêque anglican. Il trouvait aussi le temps de manger beaucoup d'oranges. Et quand je dis beaucoup, je veux dire jusqu'à 40 oranges par jour. Même si nous soutenons tous une alimentation saine, comme le régime très végétarien d'Adolf Hitler, Idi Amin a sans doute exagéré avec sa passion pour les oranges, à tel point qu'il aurait, à la fin de sa vie, commencé à se qualifier lui-même de frugivore, ne mangeant presque exclusivement que des fruits. Cependant, la raison de l'amour d'Idi Amin pour les oranges n'était pas uniquement basée sur le goût. Il croyait que les oranges étaient le Viagra de la nature, et qu'en consommant autant, il augmentait sa puissance sexuelle, ce qui le rendait meilleur au lit. Aucun témoignage n'existe pour confirmer ou infirmer cela, mais son amour des oranges était bien connu. Tellement connu qu'il s'est même vu attribuer un surnom un peu plus mignon et sympathique que le boucher de l'Ouganda, à savoir Dr Jaffa, comme le gâteau Jaffa. Il est aussi raisonnable de penser que manger jusqu'à 40 oranges par jour a pu avoir des effets néfastes. Les nutritionnistes déconseillent une consommation excessive en raison de l'acidité, pouvant causer des troubles d'estomac. Manger 4 à 5 oranges par jour peut causer brûlure d'estomac, crampes, maux de tête, nausées et troubles digestifs. Si 5 peuvent en faire ça, imaginez les dégâts causés par 40 au système digestif du dictateur. Pourtant, il est peu probable que quelqu'un ressente vraiment de la compassion pour lui. Numéro 1. L'amour de Ne Win pour les parties de dauphin. Le général Ne Win a été l'une des pires choses qui pouvaient arriver à la Birmanie nouvellement indépendante, aujourd'hui appelée Myanmar. D'abord nommé Premier ministre, il a pris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire. L'armée avait un contrôle total sur le pays, et était totalement au-dessus des lois, volant, agressant sexuellement, et tuant ceux qui s'opposaient à Ne Win. À la fin de son règne, la Birmanie était devenue l'un des pays les plus pauvres du monde, et des milliers de personnes étaient mortes lors des soulèvements contre le régime de Ne Win. En plus de son incompétence totale et de sa brutalité dans la gestion de la Birmanie, Ne Win aurait également eu une habitude assez répugnante. Selon de multiples sources, bien que cela n'ait été révélé qu'après sa mort, le dictateur se baignait dans du sang de dauphin. Homme profondément superstitieux qui croyait en des choses comme le juju lié au chiffre 9, il n'est pas surprenant qu'il ait aussi cru au mythe entourant le pouvoir du sang de dauphin. On dit que le sang de dauphin aurait des propriétés pour rester jeune. Et Ne Win y croyait vraiment, puisqu'il se lavait plusieurs fois de façon étrange avec ce liquide. Ne demandez surtout pas où ni comment il s'en procurait. Je ne pense pas qu'on veuille connaître la réponse. Pourquoi les généraux nord-coréens portent-ils autant de médailles alors qu'il n'y a pas de guerre? C'est une question aussi déroutante que le royaume ermite lui-même. Pourquoi les généraux nord-coréens ont-ils autant de médailles alors qu'ils n'ont pas mené de véritable guerre depuis plus de 70 ans? Ils peuvent porter les décorations de leurs parents et grands-parents. L'autre raison est qu'ils distribuent des médailles à littéralement n'importe qui et n'importe quoi, même si ce n'est pas humain. Pendant plus de 75 ans, la RPDC, ou République populaire démocratique de Corée, a distribué une multitude de médailles. Ceci est principalement dû au fait que, lorsque le pays traverse des périodes difficiles, il aime créer autant de héros que possible pour détourner la population de la terrible réalité. Ces distinctions se divisent généralement en deux catégories, militaires et civiles, que nous allons maintenant détailler. Commençons par les décorations militaires, qui sont considérées comme les plus prestigieuses. Au sommet de la hiérarchie se trouve l'ordre de Kim Il-sung, introduit pour la première fois en 1972. Il est officiellement remis à ceux qui ont exceptionnellement satisfait le grand dirigeant. Comme prévu,
Il s'agit surtout du cercle rapproché de la direction de Kim, dont beaucoup l'ont déjà reçu plusieurs fois. Ainsi, il aurait été remis à moins de 1000 personnes durant toute son existence. À la hauteur de sa gravité et de sa valeur symbolique, elle est généralement remise chaque année, le 15 avril, jour de la naissance du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, et fête nationale. En 2012, Kim Jong-un a suivi son père en introduisant un équivalent direct appelé l'ordre de Kim Jong-il, offrant ainsi aux généraux flamboyants une nouvelle occasion de se parer de leurs plus beaux atours. Juste en dessous se trouve le titre de héros de la République, créé au début de la guerre de Corée dans les années 1950. Ces distinctions sont réservées à ceux qui ont fait preuve d'un courage extrême au combat, les récipiendaires de ce prestigieux titre recevant une médaille ornée d'une énorme étoile en or. Sans surprise, la plupart ont été attribués durant la guerre de Corée. Au fil des décennies, l'absence de conflit a modifié les critères. De nos jours, elle est également remise à ceux qui font preuve de bravoure, et il n'est pas nécessaire que ce soit pendant un combat, ni même que la personne soit en vie pour la recevoir. Pour donner un exemple particulièrement dramatique, un policier qui supervisait des travaux de construction souterrains a été honoré de cette distinction lorsque la situation a tourné au pire. Voyant qu'un engin explosif allait détonner trop tôt, il s'est précipité pour protéger les lettres sacrées de Kim Il-sung accrochées au mur, ce qui l'a réduit en bouillie sanglante. Lors de la guerre de Corée, les lourdes pertes et l'augmentation du nombre de soldats ont conduit le gouvernement à créer de nouvelles distinctions pour reconnaître le service militaire. Cela incluait l'ordre de l'honneur des soldats, remis aux chefs d'unité et commandants, récompensés par des promotions, des hausses de salaire et une éducation universitaire gratuite pour leurs enfants. L'ordre de la liberté et de l'indépendance et la médaille du mérite militaire récompensèrent les combattants de rang inférieur, tandis que l'ordre de Yi Sun-sin, du nom d'un célèbre amiral coréen, était réservé à la marine. Voilà l'essentiel sur les principales médailles militaires. Vous vous demandez sûrement, c'est tout. Attendez, nous allons maintenant examiner les médailles civiles, et il y en a vraiment beaucoup. Par civil, j'entends les médailles décernées en temps de paix, ce qui touche vraiment au cœur de la question que nous abordons ici. La plus haute distinction, appelée Héros du Travail ou Ordre du Travail, a aussi été créée durant la guerre de Corée. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, cette distinction est attribuée aux travailleurs qui font preuve d'une compétence et d'un engagement exceptionnel, mais elle peut aussi être remise aux mères qui ont beaucoup d'enfants. Les héros du travail bénéficient de soins médicaux privilégiés, de logements de qualité, de voyages en première classe et de la priorité pour l'admission de leurs enfants dans l'enseignement supérieur. Au fil des années, des personnes très étranges ont été louées avec ce titre prodigieux. Un homme nommé Monsieur Chang Chun-sil, par exemple, l'a reçu 2 fois pour avoir cultivé des terres en friche avec des déchets humains. Selon la citation, il l'a porté sur son épaule dans des seaux pendant des décennies. Burke. Il y a également eu d'autres récipiendaires, certains n'étant même pas des êtres humains. Mais il faudra rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Après la guerre de Corée, la liste des distinctions civiles s'est largement élargie. Tout a débuté innocemment, avec la création de plusieurs prix du peuple récompensant des réalisations dans des domaines d'intérêt national. Je parle ici de la création, dans les années 1960, du prix du peuple pour les arts, les sciences, les enfants et la littérature. Ça ressemble un peu au prix Nobel, non? Mais en même temps, dans le pur style communiste, une variété de médailles pour différentes professions ont été introduites. C'est là que les choses deviennent un peu ridicules. Les premiers de cette cohorte ont été les titres d'athlète émérite, cheminot, médecin, pharmacien, pêcheur émérite, et la distinction d'artiste du peuple. Ensuite, la création de médailles, c'est précisé pour les fabricants de sel, prospecteurs géologiques, électriciens, prévisionnistes météorologiques, forestiers et conducteurs de tracteurs. Peu à peu, cela s'est encore précisé. À la fin du siècle, des breloques existaient pour les fournisseurs du cinéma, la sécurité, la planification, les statisticiens et les travailleurs du transport maritime et ferroviaire. Le nombre croissait avec des plaques de laiton rappelant des événements historiques majeurs. Celles commémorant la fondation de l'armée coréenne, la création de l'État nord-coréen et la fin de la guerre de Corée ont été émises au XXe siècle. La plus récente est sortie en 2008 pour marquer le 60e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée. Vous êtes peut-être déjà dépassé par tous les honneurs cités, mais il faut encore patienter car devinez quoi? Il y en a encore plus.
Dans les années 1990, l'État nord-coréen a commencé à remettre des trophées à ceux ayant simplement participé à de grands projets de construction. En 1992, tout a débuté avec une récompense pour la participation à la construction de la capitale. Ensuite, il y eut des médailles pour la construction de la centrale électrique du Mont Kumagong en 1996, de l'autoroute Pyongyang-Nampo en 2000, de la centrale électrique de Wishan en 2011 et de la centrale électrique Baekdusan Hero Youth en 2015. Et ce ne sont que quelques-unes que nous connaissons. D'accord, on a vu que la Corée du Nord est si obsédée par les étoiles d'or que presque tout le monde peut en obtenir une. Eh bien, maintenant nous allons aller encore plus loin, car même des choses qui ne respirent pas peuvent en obtenir. Les plus courantes de Choéchian sont les machines ou les pièces de machines qui ont eu une bonne durée de service. En octobre 2001, les titres de héros de la République et de héros du travail ont été attribués à un marteau-pilon pneumatique de 15 tonnes, qui avait servi l'État sans interruption pendant 30 ans. La glorification des machines a débuté dans les années 1960. Cela a commencé lorsque Kim Jong-il a visité une usine de textile et a habilement identifié des problèmes d'entretien sur l'un des tours. Numéro 26. Un outil industriel servant surtout à façonner métal et bois. Cela a donné naissance à un mouvement dans lequel les ouvriers se sont inspirés de cette machine en particulier, menant finalement à la création du prix de l'usine modèle, du tour numéro 26, qui est décerné aux machines, usines et lieux de travail particulièrement productifs. En 2012, ce même tour a de nouveau été honoré avec une médaille de héros du travail en récompense de 50 années de service fidèle. Mais attendez, ça devient encore plus étrange. En 2000, un arbre de lingot a été fait héros de la République. Pendant la guerre de Corée, l'arbre a démontré son engagement envers la protection de la patrie lorsqu'il a abrité un véhicule nord-coréen sous ses branches pour le protéger d'un avion américain qui se serait écrasé contre lui. Donc, pour en revenir à la question initiale, même si des objets inanimés et des conducteurs de tracteurs peuvent recevoir des trophées, est-il surprenant que les généraux nord-coréens en soient couverts?